Éric Gaudier me dit à quelle division joue le club de la Baule et tu es déjà allé voir un match? Alors je ne sais pas dans quelle division joue le club de la Baule, même Franck Louvrier, le maire de la ville, ne le sait pas. Le foot est quelque chose de très accessoire à la Baule, où évidemment les deux sports majeurs sont la voile et l'équitation. L'équitation parce qu'il y a un jumping à la Baule qui est de niveau international et qui draine énormément de monde et surtout d'excellents cavaliers, encore plus cette année 2024 où c'était juste avant les Jeux Olympiques, donc c'était un galop de répétition pour les cavaliers et leurs chevaux. Donc effectivement, la voile et l'équitation et le tennis, puisqu'il y a énormément de cours de tennis sur la Baule, sur les sports majeurs. Le foot, c'est un petit peu accessoire. Moi, j'ai été voir jouer Saint-Liphard et Saint-André-des-Eaux, ou Guérande, je sais plus. Enfin, j'ai été voir un club en Coupe de France, je sais même plus lequel, il pleuvait tellement, il faisait tellement froid, c'était une horreur. Saint-Liphard, j'ai été les voir jouer une fois, parce que bon, voilà, j'avais été invité par le club, comme ils savaient que j'allais habiter là. Le problème des matchs d'amateurs, c'est qu'ils sont le week-end, et que moi, le week-end, je regarde les matchs de Ligue 1 pour ma chaîne, mais ce qui d'ailleurs m'empêchera, tant que j'aurai ma chaîne, de prendre des responsabilités dans un club du coin. Alex Penon me dit, le PSG cherche un joueur de couloir, la rumeur Rashford commence à faire son apparition. William Guevara étant cher et inaccessible cet hiver, United cherchant à se débarrasser du joueur. Penses-tu que Paris aurait raison de tenter de le relancer s'il semble usé psychologiquement par le bazar de United? Son talent est indéniable lorsqu'il est bien physiquement. Ouais, lorsqu'il est bien physiquement. Où en est Marcus Rashford dans sa carrière? Je sais qu'il a fait une campagne pour les sans-abri qui a pris énormément de proportions et il a probablement pompé pas mal d'énergie. Après, c'est vrai qu'il est dans un club qui est totalement à l'envers maintenant depuis plusieurs saisons. Pour ce que je sais, il a quand même pas une hygiène de vie exceptionnelle et je suis pas certain que ce soit dans la volonté du PSG maintenant de relancer des joueurs. Ça peut être une bonne idée, comme ça peut être un piège à con. Alex Pénon me dit, en ce début d'année civile, quels sont tes événements sportifs de l'année que tu attends tout particulièrement? Wimbledon, Coupe du monde des clubs, US Open, une année qui sera plus calme que 2024 avec l'Euro et les JO. Quels sont également tes souhaits sportifs pour cette nouvelle année dans tes deux sports favoris, le foot et le tennis? Alors pour le foot, à titre perso, que Strasbourg finisse le plus haut possible en championnat, que nos clubs français continuent à faire des bonnes performances en Ligue des Champions. En tennis, comme je l'ai dit la semaine dernière, que Alcaraz puisse attraper le plus de grands chelems possible plutôt que Sinner, qui m'ennuie à un point assez invraisemblable. Et puis que Caro Garcia retrouve le goût de jouer au tennis. Enzo Kwetmelek, lui il est breton. Quel est le joueur passé par le FC Nantes qui t'a le plus marqué, que ce soit sur le plan du talent, mais également sur le plan personnel? Christian Carambeu. Alors même si c'est pas évidemment pas l'incarnation du jeu à la nantaise de Coco Ciodo ou de Noex, j'ai toujours été effaré par la puissance physique et le travail sur le terrain de Carambeu. J'ai trouvé que c'était un milieu exceptionnel, extraordinaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que les joueurs de l'équipe de France l'ont imposé à Aimé Jacquet en 98 à partir du match contre le Paraguay. Beaucoup de gens pensent qu'il a pas fait une bonne finale contre le Brésil. Mais regardez le match et dites-moi quelle influence Roberto Carlos a eu dans le jeu du Brésil avec Carambeu sur le paletot tout le match. Voilà. Alors effectivement, Carambeu n'est pas l'incarnation du jeu à la nantaise comme on l'entend, mais moi en plus c'est quelqu'un avec qui j'ai eu d'excellents rapports sur le plan privé et donc voilà, Carambeu. Martine me dit, tu nous as dit que tu étais 15-4 au tennis et que tu as déjà tapé avec Richard Gasquet. Quelles ont été tes impressions? Ça t'a fait bizarre? Y a-t-il un monde? Qualité de balle, longueur et autres zones? As-tu des anecdotes? Ah, j'ai pas tapé qu'avec Richard, hein. J'ai tapé avec Fabrice Santoro, j'ai tapé plusieurs fois avec Henri Lecomte, j'ai joué avec Tatiana Golovin. Évidemment,
quand tu joues avec des grands joueurs comme ça, tu leur envoies des saucisses, ils te renvoient du velours. Donc, et tu joues beaucoup plus relâché et du coup, tu surjoues totalement. C'est-à-dire que tu rejoues après avec un mec de ton niveau, tu vas envoyer des merguez et des saucisses, alors que là, t'es dans le velours. J'ai une anecdote avec une balle, on avait joué au Racing avec Richard, c'était juste avant, 15 jours avant qu'il fasse demi-finale à Wimbledon en battant Wawrinka en quart. Tout est grâce à moi, bien sûr. Donc je suis à la volée et il m'envoie une balle assez forte et je fais du coup une volée de revers un peu réflexe qui finit juste de l'autre côté du filet sur la ligne. Et là je me dis, oh, vache, là j'ai fait un point terrible. Et là j'ai vu Richard traverser le terrain, mais quasiment en 3 foulées, et me passer la balle le long de la ligne. Et je me rappelle, je lui dis, faut être 15 pour au moins faire ce coup-là. Et il me regarde, il me fait, non, un 15, il l'a pas. Et voilà, non, c'était formidable. Alors je pense que des 4 joueurs que je vous ai cités, la fois où j'avais été le meilleur, c'était contre Tatiana, où j'avais vraiment très très bien joué. Mais voilà, c'est une époque malheureusement révolue. Et un de mes grands espoirs avec la prothèse du genou que je vais me faire cette année, c'est de pouvoir, une fois ma rééducation terminée, revenir sur le court. Alors je ne dirais pas rejouer, mais au moins taper la balle avec des amis qui pourraient un peu me faire jouer, quoi. Ce serait vraiment une formidable récompense. Adrienne Orgix, nous voulons des Orgix. Pourriez-vous m'expliquer quelle est la différence entre un entraîneur et un manager comme l'était Arsène Wenger ou Alex Ferguson? Un manager, il a la gestion totale du club. Il s'occupe de tout, de la gestion de l'équipe, mais aussi du recrutement et de la politique sportive du club. Alors qu'il y a beaucoup de clubs où un entraîneur, il entraîne et il n'a même pas son mot à dire sur le recrutement. Voilà, c'est ça la grande différence. Alex Penon me dit, peux-tu nous parler de tes relations avec les membres de France 98, excepté Henri? De quel joueur étais-tu proche et à l'inverse, as-tu une mauvaise relation avec certains d'entre eux? De mauvaises relations, non. Pas de relations ou des relations distantes, ouais, avec de Sailly. Sinon, effectivement, beaucoup d'amis dans cette génération. Laurent Blanc, Lisa Razou, Carambeu, Vira, Henri, Djorkaeff, Dugarry, Pires, voilà, tout. Que des gens qui ont compté un moment dans ma vie, que des gens avec qui j'ai eu de très très bons rapports, et Barthez, que j'ai oublié aussi, voilà, que des gens qui forcément on tomberait dans les bras si on se croisait. Maintenant, heureusement, on se croise plus. Mais voilà, que des gens qui ont compté. Alors, il y en a qui ont plus compté que moi. Évidemment, mes Gunners, Vira, Pires et Henri. Laurent Blanc, qui reste... qui a été un des grands fils rouges de ma carrière. Youri Djorkaeff, dont certains disaient que j'étais l'attaché de presse. Mais bon, être l'attaché de presse du SNEC, c'est un beau métier quand même, non? Lynn Reagan me dit, j'ai vu un débat sur le net qui posait la question de supprimer le trophée des champions. Quel est ton avis? Comme je l'ai dit dans une question précédente, mon avis, c'est que ça devrait être le premier match de la saison avant le début du championnat et que ça devrait être joué en France. Mais le supprimer, pourquoi le supprimer? C'est quelque chose qui existe depuis une éternité en Angleterre. Max Gia me dit, on a beaucoup parlé de ces dernières semaines de l'héritage des Olympiques qui a été un vrai succès. Pour ma part, j'ai l'impression que ce succès cache la réalité du sport qui me semble encore peu développé en France. En tant que connaisseur du sport, que penses-tu de la présence de celui-ci dans la société française et à l'école en particulier? Écoute, en tant que potentiel ministre des Sports, il est évident que le sport en France a une place nulle par rapport à des pays, que devenir un champion en France reste avant tout une démarche et une motivation personnelle et que t'as pas beaucoup d'aide de grande qualité, si ce n'est une aide fédérale qui à un moment donné ne suffit pas à passer à un niveau supérieur. Malheureusement, je dirais que la France a bien d'autres problèmes à gérer aujourd'hui que de donner au sport la place qu'il mérite. Donc j'ai peur que ça ne change pas beaucoup dans les années à venir. Winter Joseph me dit, que penses-tu de la formation française? Pourquoi avons-nous pas assez de milieux créatifs? Parce que le problème, c'est que beaucoup trop d'équipes de jeunes cherchent à avoir des résultats. Et donc,
Quand tu es dans les équipes de jeunes et que tu cherches des résultats, tu vas toujours choisir le joueur plus athlétique que l'autre, plus costaud, plus puissant que le joueur peut-être plus petit, plus frêle et plus technique, qui va donc freiner son développement. Ce qui explique que Griezmann n'était recruté par aucun club en France. Et ça, c'est dramatique. Et Laurent Blanc, en son temps, avait mis le doigt là-dessus, sauf qu'on a voulu transformer ça en affaire des quotas. Et c'est extrêmement dommage. Je rappelle que Pete Sampras n'était pas dans les 10 meilleurs joueurs juniors de tennis des États-Unis. Donc voilà, il y a une différence entre être bon jeune et être bon adulte. Et ça, il faudrait le comprendre. Maxence me dit, je suis supporter du Stade de Reims depuis mon enfance, étant né là-bas, j'ai entendu souvent des rumeurs de membres internes du club sur le manque criant d'ambition du club. Si tu étais directeur sportif, quels seraient tes choix? Quand j'étais au club en 2005, être directeur sportif, c'était mon ambition. Sauf que j'ai eu la bêtise de le crier trop fort et que à partir de là, j'ai été vu comme une menace à la fois pour les dirigeants de l'époque et puis même par Thierry Froger, l'entraîneur. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que le Stade de Reims recrute un joueur, c'est un milieu défensif ou un latéral. Il n'y a jamais d'effort de fait sur un attaquant. T'as quand même vendu et tiqué 40 millions. Au-delà du manque d'ambition du club, l'accent n'est pas mis sur le jeu offensif depuis pratiquement le retour du club en Ligue 1 et c'est vraiment dommage. Bon, de toute façon, directeur sportif de Reims avec Caillot, non merci. Maxime Dossette me dit, quand tu couvrais le foot anglais, quel était le stade avec la plus belle ambiance? Y a-t-il une différence avec les ambiances en France? Alors les plus belles ambiances en Angleterre, c'est Tottenham et Newcastle. Liverpool, c'est très surfait. Alors, il y a effectivement le You Never Walk Alone qui te met les poils à chaque fois. Mais après, dans le match, ça reste très calme. Hein. Arsenal, les gens sont au spectacle. Old Trafford, les gens sont au spectacle. City, les gens dorment. Ouais, c'est très surfait l'ambiance en Angleterre. Les stades sont pleins, mais c'est très surfait. Alors que Tottenham, même avec le nouveau stade, l'ambiance est toujours extraordinaire. Et puis Newcastle, c'est fantastique. Nami me dit, tu as déclaré il y a quelques semaines que tu pensais qu'Mbappé ne reviendrait pas à son meilleur niveau. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Après tout, il est encore jeune et sa situation actuelle reste-t-il inhabituelle dans son parcours? Ne trouves-tu pas qu'il semble en progression sur ses derniers matchs? Oui, il est en progression, bien sûr qu'il est en progression. Il y a encore un gap entre être en progression comme il est là et retrouver le vrai Mbappé de ses meilleures années au PSG. Quand j'ai dit ça, il y avait encore l'affaire de Stockholm au-dessus de sa tête. Et il est évident que le fait qu'il soit totalement hors de cause dans ce dossier est fondamental pour lui. Et je pense que ça l'a nécessairement ôté d'un grand poids. Je pense en plus qu'il est de mieux en mieux assimilé à ses partenaires. Je pense qu'il est en train de tisser une relation très intéressante avec Bellingham. L'Oréal, malgré un début de saison tout pourri et avoir été accablé par les blessures, notamment sur le plan défensif, est quand même totalement en position de conserver son titre. Et comme d'habitude, le Real va être hyper dangereux en mars. Et là, ce sera à ce moment-là à Mbappé de jouer et à de voir s'il pourra retrouver effectivement son meilleur niveau. Johnny Domar me dit, est-ce que tu seras devant la télé le 15 juin à 20h pour suivre le match PSG-Atlético? Ben oui. Pour ma chaîne, oui, forcément. En espérant que cette compétition sera une bonne surprise. De toute façon, je veux dire, vu ce que j'en pense, ça ne peut être qu'une bonne surprise. De toute façon, il faudra bien vous faire vivre cette compète sur ma chaîne. Donc oui, j'y serai. Enzo Kwetmelek. Penses-tu que le FC Nantes a réglé la plus grande saison de l'histoire de la Ligue 1 avec notamment une série d'invincibilité de 32 matchs et également un 7e titre de champion de France? Oui, c'est évident que c'est le seul club de l'histoire qui n'a perdu qu'un match. Ils l'ont perdu 2-0 à Strasbourg, but de Mostovoy et de Leboeuf. J'y étais d'ailleurs à ce match. Oui, c'était. J'ai une anecdote. Au début de cette saison, Nantes accueille Caen et est mené 1-0 sur un but contre son camp de la tête de David Marot, son gardien, il faut quand même le faire. Et Nantes gagne finalement ce match 2-1, mais franchement, dans ce match-là, ils peuvent en mettre 10. Ils avaient pratiqué un football exceptionnel. Et j'avais commencé mon papier en disant si Nantes porte les couleurs du Brésil, c'est pas pour rien. Et j'avais fait un papier absolument dithyrambique, et il y avait un journaliste de l'équipe qui était
résident à Nantes, j'avais suivi ce match-là parce qu'il était en congé, il dit à Serge Le Disait, c'est pas enflammé Ménès, et Serge Le Disait, qui était jamais avare d'une amabilité, répond, oh bah tu sais, il est habitué à avoir de la Ligue 2. Donc, ça prouve que les deux s'étaient bien gourés et que Nantes a fait une année exceptionnelle. Maintenant, il faut voir si le PSG parviendra cette année à rester invaincu. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mes petits amis. Hop là, voilà, c'est terminé. On se retrouve dans la semaine si l'actualité est propice à faire une petite vidéo. Et puis, sinon, on se retrouve le week-end prochain pour le championnat, les pronos légendaires, qui n'ont pas été très légendaires d'ailleurs. Je crois que j'ai dû faire 4 sur 8, 4 sur 7. De toute façon, la journée était tronquée, donc on va dire que mes pronos étaient tronqués, puis ça m'arrange. Hein. Allez, le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée.